s'appelle maintenant Dominique Decamps, psychanalyste et addothérapeute. Elle est directrice du centre... Présidente. Comment? Présidente, parce que j'ai aussi... Pardon, présidente. Présidente du Centre international de recherche et de développement de l'autonomie. C'est correct. Voilà, tout à fait. Merci. Président. Alors, lorsque Bassarab Nicolescu m'a fait l'honneur de m'inviter à ce colloque, j'ai été très surprise parce qu'il m'a d'abord demandé de faire un exposé sur tir caché et psychanalyse. Je lui ai dit, mais Bassarab, ça fait un certain temps que je travaille beaucoup avec l'autonomie et j'ai reçu par retour de mail, qu'à cela ne tienne, parle-nous du tir caché entre psychanalyse et autonomie. Et j'ai l'extrême privilège d'avoir 3 termes. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi, et ça a été important pour moi, je me suis dit, mais comment aborder cela? Et me replongeant dans l'Upasco et réfléchissant à tout cela, je me suis dit, mais au fond, la question est de comment penser, ça ce sera la chaîne, et puis vous avez la trame, comment penser pourquoi j'en suis arrivée là? C'est une question qu'un jour quelqu'un m'a posée, mais pourquoi as-tu besoin de l'autonomie alors que j'étais psychanalyste? C'est une question intéressante. Et puis l'autre chose, c'est la trame, ça a été 2 expériences, enfin 2 non, mais 2 types d'expériences fondatrices pour moi, et dont je voudrais vous parler aussi. Alors, la chaîne, pourquoi au fond devient-on telle ou telle chose quand on est thérapeute? Eh bien, je pense qu'en fait, on est poussé par une secrète intentionnalité intérieure qui fait que lorsque les difficultés se rencontrent, on a cette chance extraordinaire de pouvoir être dans cette définition merveilleuse de l'Upasco, que l'idée est une insurrection conceptuelle. Ça m'a plu énormément. Parce que l'insurrection conceptuelle, c'est au fond ce qui permet de résister à l'homogénéisation de la répétition et de pouvoir continuer à être dans un conflit stimulant et vivant. Et je me suis demandé comment vous tracez ce qui a fait... Alors, pour la chaîne, quand même, pour parler de la chaîne, je suis née entre 3 continents, plutôt, je suis née en Asie, j'ai vécu en Afrique jusqu'à mes 15 ans, 17 ans même, et je suis venue en France après. Et je pense que ça m'a fortement confrontée aux différences culturelles, ça m'a confrontée à l'autre, et ça a été aussi l'occasion d'être toujours en réflexion sur les marges, les frontières. Ça m'a même coûté des problèmes avec ma carte d'identité à une époque. Mais cela étant, ce qui était, je crois, très important, c'est de me rendre compte que cette question de l'autre, qui a animé au fond toute ma vocation thérapeutique, m'a fait passer de psychanalyse en autonomie autour de 2 termes. L'un, c'est comment pouvoir s'ajuster peu à peu à la transformation des pathologies avec le monde contemporain qui change, parce qu'on n'a plus du tout les mêmes pathologies en demande d'analyse qu'au début du siècle, et même simplement pour moi il y a une trentaine d'années. Et que la dépression étant majoritaire et très importante, le borderline aussi, et la question de la psychose et de la robotisation non moindre. Donc, si vous voulez, je me suis trouvée à un moment donné avec ce questionnement. L'autre questionnement qui a été déterminant a été celui du handicap infantile. Il s'est trouvé que pour des raisons purement matérielles, je me suis trouvée à travailler dans le premier CAMS, c'est-à-dire Centre d'assistance médico-psychologique, qui était le premier en France, à Paris, et de découvrir que, toute analyste que j'étais, si je pouvais comprendre les problématiques, j'avais grand-peine à pouvoir rester face à la souffrance des parents, sans pouvoir, je dirais, faire autre chose que d'y comprendre, et que je sentais qu'il y avait une position intermédiaire que je cherchais et que je ne trouvais pas. C'est comme ça que j'ai rencontré l'autonomie. Ça, c'est pour juste vous dire, pour la chaîne, parce que c'est important de sentir que cette intentionnalité qui pousse, elle vous amène à rencontrer les choses que vous cherchez, bien évidemment. Et donc, le moment suivant, je voudrais vous parler de cette réflexion de l'Upasco. Je voudrais travailler ces 2 champs à partir de l'Upasco parce que, au fond, sur 3 termes.
Le corps, rien moins que ça, et ça va faire très écho aux conférences précédentes, le corps, l'amour et l'être. Pas moins que ça. Alors, si je réfléchis à la manière dont finalement je me suis retrouvée face à la corporalité, parce que c'est comme ça qu'on dit en autonomie, la corporalité de mes patients en analyse. Ce qui m'a frappé, c'est que tout de suite, vous vous retrouvez avec un corps qui est un grand présent absent. Il est allongé, il est mis dans la position du rêveur, il est au repos, censément, mais il peut être très agité parfois, intérieurement et extérieurement, mais il est au repos, et il est censé n'exister que pour être parlé. Et cependant, l'un et l'autre respirent, poussent des soupirs, la voix de l'analysant est bien entendu chargée d'émotions ou paisible, le silence peut être d'une nature tout à fait tranquille ou chargée d'angoisse, la psyché de l'analyste peut être colonisée par celle de son patient au point qu'il peut être chargé d'images qui ne lui appartiennent pas. Bref, des échanges extrêmement intenses ont lieu, dont ce n'est pas qu'on ne fasse rien, bien au contraire, mais on n'a pas de théorie pour ça. Puisqu'à l'époque où j'exerçais activement, je dirais, les lemoines pouvaient dire du corps, on n'a rien à dire, du corps, je ne sais rien. Or, du corps, moi j'en savais, j'en recevais et j'en vivais beaucoup, et notamment dans la période de la souffrance. Celle qui m'a fait basculer, outre le handicap infantile, dans la vie, ça a été une personne qui, au cours d'une séance, me demandait une couverture. Elle avait froid. Et moi, même toute winnicottienne que j'étais, outre toutes les théories qu'on peut lire à l'époque pour essayer de comprendre comment situer tout ça, et notamment des contradictions théoriques très difficiles, pour moi à l'époque, eh bien je me trouvais avec cette question, me lèverais-je, ne me lèverais-je pas, lui donnerais-je, ne lui donnerais-je pas? Question stupide. Je lui ai dit, mais vous pouvez la prendre, elle est près de vous. Et elle s'est érigée très en colère en me disant, mais vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Vous voulez que j'ai déjà toute la colonne vertébrale alors que j'ai besoin du premier cube. Ça a été hautement éclairant pour moi, parce que toutes ces pathologies qui sont des pathologies du trauma, des carences affectives, des socioses, et là nous rejoignons Lou Pasco, qui disait qu'il n'y a pas d'individu sans société, et je souscris pleinement à cela, se retrouver à ce moment-là me dire, mais si tu veux que j'ai le haut, donne-moi le bas. Si tu veux que je puisse tenir debout, donne-moi mon assiette. Et à ce moment-là, avec le travail du handicap, j'ai rencontré l'aptonomie. Et à ce moment-là, la pratique aptonomique est très différente, je peux vous dire. Le patient est dévêtu, on le contacte, on lui fait découvrir au cours de 3 séances la phénoménalité aptonomique, et dans cette corporalité à corporalité, qui est dite de rencontre, non seulement il y a un savoir-faire, parce que si l'analyste doit pouvoir, dans son savoir-faire, ne pas entraver l'émergence du savoir de l'analysant qu'il a sur lui-même, en aptonomie, il faut avoir à la fois un savoir-faire qui est très précis et qui répond à un certain nombre de présupposés théoriques tout à fait établis, et il faut savoir être. Et il faut savoir être avec. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on passe d'un accompagnement de ce corps absent-présent à la rencontre de 2 corporalités. Et cela m'amène à vous décrire les 2 types d'expériences qui ont sailli à mon esprit avant que je ne fasse mon propos et mon topo. C'est que je me suis dit, mais au fond, quelles ont été, en parlant du positif, quelles ont été pour moi les expériences les plus revigorantes et satisfaisantes avec l'analyse? Ben oui, il y a les moments où tout d'un coup, il y a la concaténation du signifiant qui fonctionne et on est dans un double niveau et tout d'un coup, l'autre s'entend, ou bien on l'aide à s'entendre. Et changement de niveau, l'insight, et à ce moment-là, on passe à autre chose. Et on est vraiment dans ces doubles niveaux. Il y avait aussi ces moments, puis il y avait des moments, je dirais, de plaisir, de déchiffrage du rêve, d'avancée de la personne. Mais au fond, le but de l'analyse, Freud le disait lui-même, c'est peut-être aider à pouvoir au fond vivre cette castration sans qu'elle soit dévastatrice, celle du réel impossible, celle d'une réalité qui n'obéit pas à tous nos désirs, et celle finalement de pouvoir se trouver dans un vivre qui soit acceptation de ce qui est, sans empêchement du désir évidemment qui rebondit d'objet en objet. Et ça, c'est quelque chose qui est une certaine façon de considérer l'existence.
Alors, pour ce qui est de l'autonomie, à ce moment-là, je me trouvais dans quelqu'un qui est Franz Wellmann, qui est né dans les années 20, qui est décédé depuis en 2011, et qui prononçait cette chose que l'humain est fait pour être heureux, qu'il est, malgré toutes les adversités de l'existence, en mesure de pouvoir vivre le bonheur, qu'il pouvait advenir à sa plénitude d'existence, qu'il pouvait traverser l'existence s'il recevait la confirmation affective de son être, advenir au déploiement de sa constellation significative. Ce qui veut dire à ce moment-là que cet humain-là, pour un thérapeute comme moi, pouvait être aidé à lever ce qui encombrait son espace de vie, sa psyché et son affectivité, et pouvait à ce moment-là advenir à lui-même, c'est-à-dire à son essence, ce qui n'est pas rien. Vous voyez que ce qui m'a intéressé à ce moment-là, vraiment profondément, c'est de sentir ces deux types d'expériences différents. Ce qui m'est advenu dans le travail autonomique à certains moments et qui m'a fortement questionné en réfléchissant à tout ce que je vous dis, c'est qu'il m'est arrivé que dans cette rencontre de corporalité animée à corporalité animée, dans l'accordage des souffles, dans la tranquillité advenue d'une sécurité retrouvée, dans la sérénité paisible d'un moment partagé, quelque chose se tait, quelque chose advient, et à ma grande stupéfaction, un autre visage. Et cette advenue du visage de l'autre, je pensais à Lévinas ce matin, cette advenue du visage de l'autre est une expérience qui sur le moment n'est pas bouleversante parce qu'elle est tellement sereine, tellement belle et tellement inattendue, que d'une certaine façon, elle m'a fait me poser la question après coup, en lisant Lupasco et en reprenant tout cela, pourquoi ai-je pu vivre plus facilement cette expérience? En tout cas, je n'ai pas vécu en analyse, mais je l'ai vécu avec l'autonomie. Et je me suis posé la question des pourquoi. Et j'y viendrai après. Alors, un des pourquoi, c'est certainement le deuxième paragraphe de mon propos, pour la trame, c'est-à-dire l'amour. Dans l'analyse, il est question de l'amour de transfert. Vous savez, la définition de Lacan, elle est quand même assez provocante. Hein. L'amour, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Avec ça, on est quand même logé à une enseigne difficile. Quand on lit Lupasco dans son passage sur l'amour, c'est une torture absolument passionnelle, extraordinaire. N'empêche que c'est à partir de la théorisation de ce que l'amour véhicule, la passion en l'occurrence, hein, mais l'amour aussi, comme force d'éros, mais comme force bouleversante dans la rencontre de l'autre, de découvrir comment, alors en termes, je dirais, d'homogénéisation, comment les potentialisations veulent à ce moment-là absolument actualiser l'autre et comment ce chasser-croiser l'amène à une description absolument bouleversante de la conscience profonde et de la conscience que vie et mort à cet endroit-là s'articulent inexorablement. Et qu'il en poursuit l'étude en montrant comment, à travers cela, cette force d'éros traversant amène à une connaissance de la connaissance. Alors, ce moment bouleversant dont je vous ai parlé, ces moments, parce qu'ils se sont reproduits, peu, ils sont exceptionnels, mais quand ils arrivent, ils sont tellement questionnants qu'ils amènent à poser la question que M. Magnier a posée, dont on ne sait pas trop comment ça se bidouille entre le fœtus et sa mère. Mais c'est ce chapitre merveilleux sur l'affectivité de Lupasco, c'est-à-dire que, oui, c'est cette force alogique, saltatoire, qui est la force qui fait le lien. Lupasco écrit très clairement, oui, l'amour, la force est capable, l'affectivité est capable, et il va même jusqu'à aller peut-être l'atome, peut-être l'électron même est peut-être lui-même capable d'affectif. Mais sans aller jusque-là, parce que là c'est une autre histoire, il est sûr et certain que dans ce lien très particulier de l'affectivité en acte, ce que permet le travail autonomique, il y a à ce moment la possibilité d'une animation, je ne pourrais pas dire autrement,
puisque l'énergie et l'information circulent à ce moment-là. Et je pourrais dire d'une certaine façon qu'à ce moment-là, on est dans cette expérience que j'ai décrite à une acmé de mi-actualisation, mi-potentialisation. Chacun, chacune est à ce moment-là, dans ce moment de suspens, et je voudrais montrer à quel point c'est important pour moi, où ni objet ni sujet. Se poser la question de la clarté et de la nécessité d'objet et sujet, à ce moment-là, c'est quelque chose de très simple, c'est la nostrité d'amour. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est la nostrité d'amour et c'est la confirmation affective de l'autre. Merci. Alors, je voudrais juste terminer. Je termine juste en vous disant ce que je... Dans la mesure où l'autonomie est une... L'être, vous avez compris, j'en parle tout le temps depuis tout à l'heure. Je ne parle que de cela parce que je pense que cette notion des 3 niveaux et cette effectuation, si pour l'autonomie il y a rencontre d'être à être, c'est pour cette advenue de l'être, et que cette expérience, que je n'hésiterai pas à qualifier de spirituelle, amène à ce moment-là le sujet à pouvoir déterminer son destin. Et la liberté qui était évoquée ce matin, eh bien c'est là qu'il peut la prendre, c'est à partir de ça. Alors, vous parliez, j'ai promis, vite je le dis, vous parliez de ce système nerveux. On utilise tout à fait en autonomie la connaissance d'un centre neuronal thymique qui est au niveau du thumos, de cet endroit, centre des émotions, qui est au lieu qui régit le système de l'entérobiome que vous décriviez. On utilise aussi, et je pense que c'est pour ça que l'autonomie peut être considérée, j'ai beaucoup réfléchi, comme une thérapie antagoniste, comme le souhaitait, l'appelait de Séville Pasco, parce qu'elle remet en mouvement, parce qu'elle est de l'énergie que l'on remet en circulation, parce qu'elle est information très précise, car on ne contacte pas à n'importe quel endroit, de la corporalité de l'autre, parce qu'il y a une connaissance précise aussi, anatomo-physiologique, et affective, parce que l'intuition est au premier plan du travail, et cependant, elle est liée. Thérapie antagoniste, juste pour finir, thérapie antagoniste parce que dans ce contact thymotactile, dans la rencontre thérapeutique, elle est apport de ce qui est, dans tout ce jeu que je n'aurai pas là le temps de vous parler de ce qu'il faut inhiber pour permettre l'actualisation, etc. Vous avez là quelque chose qui est une connaissance très précise. Il y a aussi quelque chose qui est favorisé par, pour répondre à la question du début, c'est qu'il y a appel à une verticalisation. C'est-à-dire qu'on construit le bas, on aide la personne à rétablir le bas, et après elle fera ce qu'elle veut de son élévation. On aide la personne à se sécuriser, à être tranquille, à être en lien avec elle-même. Ce que la confirmation affective permettra, c'est l'advenue pour la personne de sa propre constellation significative. Et je pense que ça, c'est ce qui m'a irrésistiblement attiré vers l'autonomie par rapport à l'analyse. Vous comprenez, c'est que dans ce chemin de l'accompagnement de la souffrance de l'autre, il ne s'agit pas d'être dans la fureur curantie, mais il s'agit de pouvoir justement accompagner. Et si on est juste, on est, comme le disait Madame ce matin à propos de Lévinas, on est d'autant plus coupable et donc d'autant plus responsable éthiquement. Et plus on est juste, plus on est responsable et donc coupable. Et plus quelque part, cette approche-là, je pense, crée la possibilité de rester vivant et libre et de ne pas tomber dans la robotisation. Profondément, pour moi, c'est le sens. Merci.